Des métiers essentiels, des métiers qu'on ne respecte vraiment que quand ils s'arrêtent. Ma chaîne n'est pas politique, je précise encore. Mais quand un secteur qui tient ce pays debout souffre à ce point, on se doit d'en parler, par solidarité, par respect et par responsabilité. Dans cette vidéo, je vais faire 3 choses très simples. D'abord, expliquer clairement la crise agricole actuelle, ce qui se passe, pourquoi la colère monte. Ensuite, parler des raisons de cette crise, des mécanismes et des décisions qui ont conduit à cette situation. Et enfin, essayer de proposer des pistes de solutions, des solutions concrètes. C'est mon petit côté optimiste même quand tout va mal. Notamment une idée essentielle. Le monde du BTP, comme d'autres secteurs proches, doit soutenir le monde agricole. Parce que séparés, on subit, mais ensemble, on pèse. La crise agricole actuelle expliquée simplement. Dans cette partie, je vais vous expliquer simplement la crise agricole actuelle en France. Personnellement, comme je le disais tantôt, étant issu du BTP, je vois au quotidien les galères de notre secteur, avec des coûts qui explosent et des normes qui étouffent nos artisans. Mais franchement, ce que traversent nos agriculteurs en ce moment, il faut l'avouer, c'est encore pire. C'est un constat sombre. Une vraie descente aux enfers pour ces gens qui nous nourrissent tous les jours. Je vais vous dépeindre le tableau tel qu'il est, basé sur l'actualité fraîche de ces derniers jours, sans tourner autour du pot. On va parcourir les faits, les tenants et aboutissants, pour que vous compreniez pourquoi c'est si grave. D'abord, regardez ce qui se passe sur le terrain ces derniers temps. Les agriculteurs sont en rage, et ça se voit partout. Hier, par exemple, des milliers d'entre eux ont bloqué des autoroutes et des routes principales dans toute la France. En Occitanie, par exemple, l'A9 et l'A61 étaient paralysés, avec des tracteurs formant des barrages impressionnants. À Bruxelles, une manifestation massive a réuni jusqu'à 10 000 agriculteurs de toute l'Europe, dont 4 000 Français, pour hurler leur colère contre les politiques européennes. Aujourd'hui, les blocages continuent. En Haute-Garonne, des opérations escargots ralentissent tout, et même les départs en vacances de Noël sont menacés. Mais les agriculteurs ne lâchent rien. Ils promettent de poursuivre jusqu'à obtenir des réponses concrètes. C'est pas juste une grogne passagère, les amis. C'est une mobilisation amplifiée qui risque de s'étendre avec un soutien populaire massif. Plus de 70% des Français les appuient selon les sondages récents. Au cœur de cette tempête, il y a la dermatose nodulaire contagieuse bovine, une maladie virale qui frappe les troupeaux de vaches comme un fléau. Apparue fin 2024 en France, elle se propage via des insectes et cause des lésions cutanées graves sur les animaux, réduisant la production de lait et rendant la viande invendable. Imaginez, un éleveur voit son cheptel décimé du jour au lendemain. Le gouvernement a opté pour une stratégie radicale d'abattage total des troupeaux infectés, ce qui a déjà conduit à l'euthanasie de milliers de bovins, laissant des familles entières ruinées. Les régions les plus touchées, l'Occitanie, la Normandie, la Saône-et-Loire. Des éleveurs comme ceux de la Manche décrivent une détresse absolue, avec des pertes financières insurmontables et un sentiment d'injustice totale. Pourquoi si sombre? Parce que cette crise sanitaire n'est pas gérée avec humanité. Les agriculteurs accusent les autorités de décisions bureaucratiques déconnectées, préférant l'abattage à une vaccination massive qui pourrait sauver des vies animales et des exploitations. Et ce n'est pas isolé, s'ajoutent aussi d'autres épidémies, comme la grippe aviaire, qui aggravent le chaos. Mais attendez, la dermatose n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'autre bombe à retardement, c'est l'accord commercial UE-Mercosur, négocié avec des pays comme le Brésil et l'Argentine. Hier, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé un report de la signature jusqu'en janvier 2026, sous la pression des manifestations. Emmanuel Macron a même déclaré qu'il était trop tôt pour décider. Mais les agriculteurs n'y croient pas une seconde. Pourquoi tant de haine contre cet accord ? Parce qu'il ouvrirait les portes à des importations massives de viande bovine, de sucre et de volaille à prix cassé, produits avec des normes sanitaires et environnementales bien inférieures aux nôtres. Hormones de croissance interdites en Europe, déforestation massive au Brésil. C'est une concurrence déloyale pure et simple qui pourrait détruire des milliers d'exploitations françaises déjà fragiles.
Des distributeurs comme Système U ont promis de boycotter ces produits, mais ça ne suffit pas à calmer la peur. Les agriculteurs y voient une trahison, une façon de sacrifier leur secteur sur l'autel de la mondialisation. Et ce n'est pas tout. Derrière ces déclencheurs, il y a un mal plus profond, structurel, qui ronge l'agriculture française depuis des années. Les coûts des intrants, engrais, carburants, énergie ont explosé depuis la guerre en Ukraine en 2022 sans que les prix de vente suivent. Ajoutez les normes européennes de la politique agricole commune qui imposent une transition écologique stricte, réduction des pesticides, jachères obligatoires, sans compensations adéquates. Résultat, une perte de compétitivité alarmante. Pour la première fois, la balance commerciale agricole française risque d'être négative en 2025. Les agriculteurs se sentent déclassés, abandonnés par un système qui privilégie les importations bon marché de l'Est ou d'ailleurs, souvent de qualité médiocre. C'est un cercle vicieux, endettement croissant, suicides en hausse. Oui, le taux de suicide chez les agriculteurs est déjà 2 fois plus élevé que la moyenne nationale et cette crise n'arrange rien. Des figures comme Jérôme Baille, éleveur en Haute-Garonne, parlent d'une mort programmée de leur métier avec un appel à la révolte pour sauver la souveraineté alimentaire. Vous voyez, les spectateurs, ce constat est sombre parce que ça touche à l'essence de notre pays. Nos agriculteurs ne sont pas juste des producteurs, ce sont des gardiens de nos terroirs, des artisans qui luttent pour des produits authentiques face à une mondialisation impitoyable. Mais aujourd'hui, ils sont à genoux. Villages qui se vident, familles brisées et un risque réel de pénuries alimentaires locales si ça continue. Les syndicats comme la Coordination rurale ou la FNSEA exigent plus, une réforme profonde de la PAC, un veto définitif au Mercosur et une gestion sanitaire plus humaine. Sans ça, la crise agricole pourrait virer à une catastrophe sociale, avec des manifestations qui s'éternisent et un fossé grandissant entre ruraux et urbains. En résumé, cette crise agricole de décembre 2025 est un cocktail explosif de sanitaire, économique et réglementaire qui expose les failles d'un système défaillant. C'est dur, c'est injuste, et ça nous concerne tous, parce que si les agriculteurs coulent, c'est la France qui trinque. Maintenant que vous avez le tableau sombre de cette crise qui ronge nos agriculteurs, passons sans détour à la suite, les raisons profondes qui l'ont déclenchée et les responsables de cette descente aux enfers. Cette crise n'est pas tombée du ciel. Elle est le fruit d'un cumul d'erreurs et de choix qui font mal. Je vais vous expliquer ça simplement, factuellement, avec un constat qui fait froid dans le dos, parce que ces agriculteurs valeureux méritent qu'on mette le doigt sur les plaies. On va décortiquer les raisons principales, sanitaires, économiques, réglementaires, et pointer les responsables sans langue de bois, mais éviter de faire de la politique, nous n'en avons pas besoin actuellement. J'en ai touché quelques raisons dans la première partie brièvement. Là, je vais rentrer dans les détails et mieux cibler les raisons. Commençons par la raison sanitaire qui agit comme un détonateur dans cette poudrière. Cette épidémie bovine n'est pas qu'un accident isolé, elle révèle un manque criant de préparation et de flexibilité dans les protocoles vétérinaires. Les autorités ont choisi une approche d'abattage massif pour limiter la contagion, mais cela ignore des alternatives, comme la vaccination préventive, utilisée ailleurs avec succès. Ce choix amplifie les pertes, transformant une maladie gérable en catastrophe économique pour les éleveurs qui se retrouvent sans troupeau ni revenus du jour au lendemain. Le système sanitaire français, trop rigide, n'anticipe pas assez les risques climatiques qui favorisent la propagation des insectes vecteurs, aggravant une vulnérabilité déjà existante dans un secteur affaibli par d'autres pathologies animales récurrentes. Passons aux raisons économiques, ce poison lent qui érode le secteur depuis des années. L'inflation des intrants n'est pas un phénomène passager, elle s'ancre dans une dépendance aux marchés mondiaux volatiles, exacerbée par des conflits géopolitiques qui font flamber les prix sans filet de sécurité pour les producteurs. Cette hausse n'est pas compensée par des mécanismes de prix justes, laissant les agriculteurs piégés dans une spirale de dette où produire coûte plus que ça ne rapporte. La mondialisation accélère le mal en favorisant des importations à bas coût qui minent les marchés locaux sans respecter les mêmes règles du jeu, creusant un fossé de compétitivité insurmontable pour les petites exploitations.
C'est un système qui privilégie les volumes industriels au détriment de la qualité et de la durabilité, poussant des milliers vers la faillite et un désespoir croissant. Les raisons réglementaires forment l'étau qui sert le plus fort, avec des normes européennes qui s'accumulent sans mesure. La PAC vise une transition verte, mais elle impose des contraintes comme des quotas de réduction chimique ou des obligations foncières, sans aides adaptées pour les transitions, rendant les fermes françaises plus chères à opérer que leurs concurrentes internationales. Ces règles, souvent conçues loin des réalités du terrain, ignorent les disparités régionales et amplifient les inégalités, favorisant les grands agrobusiness au détriment des indépendants. L'accord commercial avec l'Amérique du Sud illustre ce dysfonctionnement. En ouvrant les vannes à des produits non conformes, il sacrifie la souveraineté alimentaire pour des gains commerciaux globaux, ignorant les alertes sur les impacts environnementaux et sociaux. C'est une bureaucratie déconnectée qui étouffe l'innovation locale et accélère la désertification rurale. Et qui porte la responsabilité de ce marasme ? Le gouvernement français d'abord, pour sa gestion réactive très tardive plutôt que proactive. En tardant à déployer des vaccins ou des soutiens financiers adéquats, il a laissé la crise s'envenimer, avec des annonces comme des fonds limités qui peinent à couvrir les dommages réels. Sa réponse aux mobilisations, mêlant promesses et répression, montre un manque d'empathie pour le terrain, priorisant la stabilité à court terme sur des réformes durables. Sa politique très pro-européenne qui a des failles. Les réalités françaises sont différentes d'ailleurs. La France a cette culture des produits du terroir de qualité avec un certain coût bien sûr, ce qui n'est pas le cas de certains pays dans la zone qui sont dans l'industrialisation massive au mépris de la qualité. Cela déséquilibre forcément la donne. Par ailleurs, l'Union européenne suit de près, en tant qu'architecte de ces normes oppressives et de traités comme le Mercosur, qui privilégient les lobbies internationaux sur les voies agricoles locales, malgré les reports temporaires sous pression populaire. Enfin, les acteurs de la chaîne globale, distributeurs et importateurs, partagent le blâme en soutenant un modèle low cost qui dévalue le travail français, même si certains tentent des boycotts isolés. C'est une responsabilité collective, un aveuglement systémique qui ignore les signaux d'alarme, transformant des défis gérables en crises existentielles. Les amis, ce constat est sombre parce qu'il expose des failles profondes qui menacent non seulement l'agriculture, mais notre tissu rural tout entier. Et ces responsables défaillants créent un engrenage destructeur. Maintenant qu'on a mis le doigt sur ces raisons profondes et ces responsables qui ont plongé nos agriculteurs dans ce marasme, il est temps de passer à la partie 3, les pistes de solutions potentielles pour sortir de cette impasse. Les pistes de solutions potentielles pour sortir de cette impasse. Je suis un optimiste parfois un peu naïf, alors malgré ce constat sombre, je veux vous redonner un peu d'espoir et d'optimisme. Parce que oui, cette crise est dure, mais elle n'est pas insurmontable. Moi, en tant qu'acteur du BTP, je vois des parallèles avec nos propres batailles, et je crois fermement qu'on peut inverser la tendance avec des actions concrètes, collectives et intelligentes. Ces agriculteurs valeureux ne sont pas seuls, il y a des leviers à activer, et ensemble, on peut peser pour un avenir meilleur. Je vais vous proposer des solutions réalistes basées sur ce que demandent les experts et les syndicats pour injecter une dose d'optimisme dans ce tableau. D'abord, sur le front sanitaire, il y a urgence à pivoter vers des mesures plus humaines et efficaces. Au lieu de l'abattage systématique qui détruit des vies entières, une vaccination massive et ciblée des troupeaux pourrait changer la donne. Le gouvernement a déjà annoncé un plan pour vacciner 750 000 bovins d'ici peu, couvrant 75% du cheptel dans la plupart des fermes, et c'est un bon début. Mais il faut aller plus loin, adopter des protocoles inspirés de pays qui ont maîtrisé cette maladie, comme une surveillance renforcée des insectes vecteurs via des pièges et des traitements préventifs. Les vétérinaires européens recommandent un mélange d'abattage partiel pour les cas graves, de quarantaine et de vaccins homologués, ce qui pourrait sauver des milliers d'animaux et d'exploitations. Imaginez, avec une recherche accélérée sur des vaccins adaptés au climat français, on pourrait non seulement endiguer cette épidémie, mais aussi prévenir les futures. C'est optimiste parce que la science est de notre côté. Des fonds européens pour la recherche et le développement agricole existent déjà, et les mobiliser pourrait redonner confiance aux éleveurs en quelques mois.
Côté économique, des solutions concrètes peuvent soulager la pression immédiate et bâtir un modèle plus résilient. Des aides directes et rapides, comme un fonds d'urgence élargi pour les petits éleveurs, permettraient de compenser les pertes dues aux abattages et à l'inflation. Pensez à des mécanismes de prix garantis pour les produits locaux, via des contrats publics qui priorisent les achats français dans les cantines ou les hôpitaux. Ça existe déjà en partie, mais l'étendre boosterait les revenus sans attendre. Pour contrer la concurrence déloyale, un renforcement des contrôles douaniers sur les imports de qualité médiocre pourrait être mis en place, avec des labels clairs pour les consommateurs. Et pourquoi pas des incitations fiscales pour les exploitations qui investissent dans l'agroécologie, comme des crédits d'impôt pour des équipements durables. Des économistes agricoles estiment que ces mesures pourraient stabiliser les marges d'ici 2027, redonnant de l'oxygène à un secteur qui nourrit 67 millions de Français. C'est encourageant parce que le soutien populaire est là. Plus de 70% des citoyens appuient les agriculteurs. Et ça peut se traduire en pression pour des politiques plus justes. Pour les aspects réglementaires, l'optimisme vient d'une possible réforme en profondeur. La politique agricole commune doit être revue pour inclure plus de flexibilité, des dérogations régionales pour les normes environnementales, avec des aides proportionnelles aux efforts de transition. Les syndicats comme FNSEA poussent pour une PAC Made in France, avec un budget dédié à la protection des frontières agricoles contre des traités comme le Mercosur. Le report de cet accord à janvier 2026 est une victoire temporaire, mais un veto définitif, soutenu par des pays comme la Pologne ou l'Autriche, pourrait devenir réalité si la mobilisation européenne continue. Ajoutez à ça une simplification administrative, moins de paperasse pour les aides via des plateformes numériques et plus de concertation avec les acteurs de terrain. Et maintenant, ma solution personnelle qui me tient à cœur en tant que BTP Power, les gens du BTP qui vivent eux aussi une crise devraient s'associer aux agriculteurs pour peser plus lourd dans la balance. On est des secteurs cousins, on construit les infrastructures, ils produisent la base de notre alimentation et unis, on peut multiplier notre impact. Imaginez des manifestations communes, des pétitions croisées ou même des partenariats pratiques, des chantiers BTP qui privilégient les fournisseurs agricoles locaux pour leurs cantines et vice-versa. Moi, je vois ça comme une alliance stratégique. Notre voix collective forcerait le gouvernement à écouter, en mettant en lumière comment ces crises interconnectées menacent l'économie rurale. D'autres secteurs proches, comme le transport ou l'artisanat, pourraient se joindre, créant un front uni pour des réformes globales. C'est optimiste, parce que l'histoire montre que les mobilisations interprofessionnelles ont déjà fait bouger les lignes, comme lors des Gilets jaunes. Partagez cette vidéo pour amplifier le message. Signez les pétitions en ligne, comme celle de la FNSEA contre le Mercosur. Privilégiez les produits locaux dans vos achats. Et si vous êtes dans le BTP ou un secteur proche, contactez vos syndicats pour organiser des soutiens communs. Ensemble, on peut faire pression pour des changements réels, parce que soutenir nos agriculteurs, c'est soutenir notre pays. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour plus de contenu comme ça. Prenez soin de vous et à bientôt.